sommes de retour dans notre édition du 14 décembre du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de changer un peu de sujet puisque au lieu de parler politique monétaire, réserve fédérale américaine, évolution de l'euro face au dollar, on va parler géopolitique et réglementation et juridique avec notre invité, Monsieur Henri Malos. Bonjour Henri Malos. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Bonjour. Monsieur Malos. Juste avant de débuter votre intervention, je vais rappeler que vous êtes un homme politique français et que vous êtes un des anciens présidents du Conseil économique européen, du Conseil du CECE, du Conseil économique, social et social européen, et que dernièrement vous êtes fait une spécialité de comprendre les rapports qu'entretient l'Union européenne avec les BRICS, qui, tout le monde le sait, dès le 1er janvier 2024 vont passer de 5 à 11 membres. Du coup, par la force des choses, Monsieur Malos, est-ce que l'on assiste à une montée en puissance des BRICS ou bien, au contraire, est-ce que c'est une perte de vitesse des pays du G7 à laquelle on vit, à laquelle Oui, écoutez, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que, imaginez bien que les BRICS, à l'origine, 5 pays, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, 1990 représentaient quelque chose comme 5% de l'économie mondiale. Alors que le G7, les pays du G7, représentaient plus de la moitié de l'économie mondiale. Aujourd'hui, en 2023, en fait, on a assisté à un changement qui fait que les 5 pays des BRICS ont passé devant les pays du G7 avec plus que 30%, 31 quelque chose % de l'économie mondiale. Et comme vous avez dit, le 1er janvier prochain, ils vont être rejoints par 6 autres pays, dont des pays importants, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, et ils vont peu à peu se rapprocher des 40%. On sait qu'il y a 20 autres pays qui sont candidats pour rejoindre les BRICS, dont des pays importants. Et même, vous savez, l'économiste Nicolas Baverès prédit que d'ici 2030, il y aura plus d'une centaine de pays qui auront rejoint ce mouvement informel des BRICS. Donc, vous voyez qu'on est à un point de bascule dans l'économie mondiale où le G7, qui va se réunir en Italie l'année prochaine, n'a plus d'hégémonie, n'est plus le principal acteur économique du monde. Est-ce que la dédollarisation est le thème principal et le seul sujet finalement qui intéresse les BRICS ? Non, ce n'est pas le thème principal. Ce qui intéresse les BRICS, nous avons eu une conférence il y a quelques jours, la semaine dernière, au Parlement européen, et l'ambassadrice d'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud préside le mouvement des BRICS en 2023, a très bien expliqué. Le mouvement des BRICS, c'est le Sud global. C'est ceux qui refusent une forme d'hégémonie occidentale. Ce n'est pas un bloc anti-Occident, c'est une sorte d'alliance informelle entre des pays qui veulent un nouvel ordre mondial plus équilibré et qui refusent, je dirais, l'hégémonie du camp occidental. Alors bien sûr, un des éléments de cette hégémonie, c'est le rôle prépondérant du dollar, que le dollar joue depuis les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette position a été aussi une position partagée par l'Union européenne. L'Union européenne a toujours été plutôt favorable à une économie plus équilibrée et moins hégémonique. Donc ce que vous dites globalement, Monsieur Henri Malos, c'est que l'Union européenne pourrait en quelque sorte soutenir ce projet de dédollarisation ? Je pense qu'à l'origine, moi je me souviens très bien, quand on a lancé l'euro, c'était pas seulement pour avoir une monnaie unique pour les Européens, pour leurs relations entre eux, mais c'était aussi pour faire pièce à l'hégémonie du dollar. Alors, ces dernières années, c'est vrai que la Commission européenne actuelle, avec Ursula von der Leyen, s'aligne très largement, pratiquement surtout sur les États-Unis, mais il ne faut pas oublier, l'euro, c'était aussi une façon de briser l'hégémonie du dollar. Donc, il y a une convergence d'intérêts évidente. Vous dites que Ursula von der Leyen se rapproche de plus en plus des autorités américaines, de la pensée économique américaine, ou tout du moins la soutient. Est-ce que ça veut dire que les divergences avec les BRICS sont profondes entre l'Union européenne et les BRICS ? Elles le sont, je dirais en apparence,
par les positions que l'Union européenne prend. Je prends l'exemple des sanctions. Les sanctions économiques, alors c'est un des éléments importants pour les BRICS de divergence avec le camp occidental. Ils n'acceptent pas le principe de sanctions économiques contre des pays uniquement pour des raisons politiques. Et vous verrez que d'ailleurs la plupart des pays des BRICS, par exemple, ne suivent pas le camp occidental dans les sanctions contre la Russie. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que si on peut avoir des sanctions individuelles, des sanctions contre des personnes, les sanctions économiques, c'est un moyen de faire payer aux peuples qui souvent n'y sont pour rien les supposées fautes de leurs dirigeants. Donc, on voit bien que là, on a une divergence assez grande, mais cette divergence, elle n'est qu'apparente parce que, comme je le disais, dans le temps, autrefois, l'Union européenne avait une position beaucoup plus souveraine et beaucoup plus indépendante de la position américaine. C'est une évolution très récente qui date de la présidence Biden. Mais on a vu, par exemple, sous la présidence Trump, l'Union européenne était beaucoup plus indépendante et prenait beaucoup plus de distance vis-à-vis des États-Unis. Donc, comme on aura une élection présidentielle américaine l'année prochaine, on pourra avoir de nouveau une évolution. Oui, et une évolution qui devrait plutôt être décidément probablement un peu défavorable à ce qui est en train de se dérouler actuellement, et des rapprochements régionaux qui peuvent être se réaliser en ce moment. Du coup, ce que je comprends, Monsieur Henri Malos, c'est que l'Union européenne doit comprendre les BRICS plutôt comme un levier de dialogue et de coopération plutôt que comme un bloc hostile en réalité. Oui, moi je pense que c'est une chance en fait pour l'Union européenne de participer à un rééquilibrage vers plus de multilatéralisme, ce qui était d'ailleurs la matrice de l'esprit européen qui a été et qui devrait rester le multilatéralisme. Et nous avons lors de cette conférence la semaine dernière imaginé que entre les BRICS et l'Union européenne, bon, ce sont des ensembles qui n'ont rien à voir en termes de structure. L'Union européenne, c'est un processus d'intégration, et BRICS, c'est une alliance informelle de relations, je dirais, plus personnelles. Mais on pourrait imaginer des plateformes de dialogue pour avancer ensemble, par exemple sur la priorité qui est le développement de l'Afrique, ce sera le moyen, bien sûr, de rééquilibrer l'économie, de développer l'économie de ces pays, mais aussi d'éviter la pression migratoire sur l'Europe. On va tout le bénéfice pour nous. Travailler ensemble sur la paix au Moyen-Orient. Il faudra un jour reconstruire Gaza et on aura besoin de tout le monde, y compris des Américains, mais aussi de l'argent chinois, de l'expertise indienne et bien sûr du poids politique des pays du Golfe. D'avoir aussi une plateforme de dialogue sur la crise climatique, parce que là, on a des pays qui pèsent énormément sur la production de CO2, et puis aussi pour sans doute réviser ensemble les institutions internationales, y compris monétaires, comme on l'a dit tout à l'heure avec la question de l'hégémonie excessive du dollar. On voit bien que le Conseil de sécurité, les Nations Unies ne sont plus efficaces, ils ne peuvent plus faire la paix aujourd'hui. Donc l'Union européenne peut devenir, à mes yeux, une sorte de pont entre le camp occidental et le Sud global, les pays émergents qui ont aujourd'hui émergé. Je crois qu'on ne devrait plus parler de pays émergents, on devrait parler de nouvelles puissances. Est-ce que ce multilatéralisme dont vous parlez, qui devrait prendre forme dans un monde multipolaire, et on va voir dans un instant si c'est une difficulté ou non, mais est-ce que l'Union européenne, de par certains de ses principes fondamentaux, ne serait pas en difficulté pour intégrer une logique culturelle des pays du Sud? Et je veux notamment penser au problème des droits de l'homme. Est-ce que ça pourrait être un sujet sur lequel la coopération se heurterait à un mur, du coup? Je pense qu'il faut instaurer un dialogue. Les pays de l'Union européenne ont, vous savez, d'abord il y a les droits de l'homme, c'est la charte des droits de l'homme, c'est la charte des Nations Unies. Donc les droits de l'homme, c'est un élément universel. Après, leur interprétation, la façon dont on conçoit la démocratie, la façon dont on conçoit, par exemple, la liberté individuelle. Il y a des différences qui sont culturelles, qui sont historiques, qui sont religieuses. Et je crois que ce que les pays des BRICS demandent, et à mon avis, les Européens peuvent très bien le comprendre, c'est le respect à condition que les principes
généraux des droits de l'homme soient respectés, mais c'est le respect des traditions, des racines. L'Europe a des racines gréco-romaines, des racines chrétiennes évidentes. Il y a d'autres conceptions en Asie, en Afrique, et il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire que nous devons renoncer à notre modèle. Nous devons au contraire le promouvoir, le mettre en avant, mais sans vouloir l'imposer aux autres. Et je pense que l'esprit européen de l'après-guerre, c'était cet esprit-là. C'était un esprit de respect qui s'est malheureusement effacé. Vous savez, le grand accord entre l'Europe et l'Afrique qui date des années 60, ce sont les conventions de Yaoundé, conventions de Lomé. Je me souviens très bien, Edgar Pisani et Claude Cheysson, des grandes figures de la politique européenne de développement, disaient toujours ce sont des accords qui sont négociés, qui ne sont pas imposés. Ces dernières années, l'Union européenne a oublié ces principes fondamentaux. Je crois qu'en revenant à ces principes fondamentaux, ce sera beaucoup plus facile de dialoguer avec les BRICS, ce qui est de toute façon une obligation aujourd'hui. Une obligation aujourd'hui, relancer le dialogue avec les BRICS, est-ce que ça passe par une institutionnalisation des BRICS, puisqu'on sait qu'au-delà d'un fonds de développement, les institutions manquent au sein des BRICS? Moi, je pense qu'au sein des BRICS, d'abord, c'est leur problème, bien sûr, mais je crois qu'il n'y a pas de nécessité d'institutionnaliser. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a de grandes divergences entre eux sur plein de sujets. L'Inde et la Chine sont deux pays partenaires, mais concurrents et qui s'opposent sur beaucoup de sujets, y compris même avec des conflits frontaliers. Et avec l'Union européenne, comme je l'ai dit, non, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'institutionnaliser quoi que ce soit. Par contre, un dialogue, des plateformes d'échange, des plateformes d'action, de coopération, comme j'ai indiqué tout à l'heure, et puis travailler ensemble sur une réforme des institutions internationales. Parce que ce qui doit être effectivement institutionnalisé, ou revoir l'institutionnalisation, ce sont toutes les institutions internationales, de la Banque mondiale au Conseil de sécurité, en passant par l'Organisation mondiale du commerce, dont on voit qu'aujourd'hui, avec ces pays émergents qui ont émergé, elles ne fonctionnent plus parce qu'elles sont trop gouvernées uniquement par le Nord et par le camp occidental. Oui, ça allait être justement ma dernière question, puisqu'au début des années 2000, il y a 15-20 ans, globalement, les BRICS, c'était la réunion de pays émergents que l'on considérait comme de petites pépites pour plus tard. Du coup, par la force des choses, vous venez de le dire, ces pays, 15-20 ans plus tard, ont émergé. Une dernière question, monsieur Henri Malos. Le dernier sommet des BRICS a eu lieu fin août cette année à Johannesburg, en Afrique du Sud. Est-ce qu'on a tous entendu parler de cet épisode où le président français Emmanuel Macron a cherché à se faire inviter pour représenter d'une certaine façon le camp occidental au sein de ce sommet? Est-ce que ça a été une erreur stratégique de sa part et qu'il s'est fait laisser un peu submerger par des relents un peu gaullistes? Moi, je pense que l'intuition d'Emmanuel Macron était bonne, parce qu'établir des ponts avec les BRICS, c'est une très bonne idée. Par contre, sur la méthode, deux points d'interrogation. D'abord, je crois qu'on ne peut pas faire en matière de diplomatie le en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois suivisme à 100% de la politique américaine et en même temps prétendre dialoguer avec les BRICS qui s'opposent à cette hégémonie. Donc il faut non pas choisir son camp, mais avoir une position plus claire. Ensuite, c'est vrai que la méthode qui consistait à faire courir le bruit d'eux, et puis cette méthode sans transparente n'était peut-être pas la meilleure. Mais fondamentalement, moi, je trouve que l'intuition du président Emmanuel Macron était excellente. Il faut simplement, à l'avenir, peut-être dire les choses plus clairement, dialoguer d'abord entre Européens. Et nous avons commencé, puisque donc la semaine dernière, c'est la première fois depuis 2012 que le thème des BRICS était débattu dans une réunion officielle à l'intérieur du Parlement européen, organisée d'ailleurs sous l'égide du Parti populaire européen, qui est aujourd'hui encore le principal mouvement politique, groupe politique au Parlement européen, disons en gros la démocratie chrétienne, le centre droit.
Donc cette première étape, nous voudrions qu'elle soit le prélude, un rééquilibrage. Vous savez, Emmanuel Macron, puisque vous en parlez, il parle souvent du rétablissement de la souveraineté européenne. Je crois que le rétablissement de la souveraineté européenne, c'est vrai que ça a peut-être des accents gaullistes, mais je crois qu'il faut assumer la position de la France, qui est d'ailleurs respectée en Europe pour cela, non pas pour être similaire à celle du Royaume-Uni ou d'autres pays, mais pour être différente et pour tirer l'Europe vers le haut, c'est-à-dire vers une indépendance, vers une souveraineté économique, vers plus de puissance, mais qui passe par aussi plus d'indépendance. Eh bien, écoutez, Monsieur Henri Malos, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir permis de comprendre comment l'Union européenne devait comprendre ses rapports avec ces puissances émergées que sont les BRICS. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Monsieur Henri Malos. Je vais le dire correctement cette fois-ci. Vous êtes ancien président du Conseil économique social, du Conseil économique et social européen et un homme politique. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne journée à vous. Merci, bonne journée également. Très bonne journée. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec notre nouvelle rubrique, les passionnés du trading. Aujourd'hui avec nos deux compères helvètes, Monsieur Thomas Veillet et James Détoiti, avec qui nous reviendrons évidemment sur tout ce qui fait l'actualité du trading actuellement, c'est-à-dire le discours de Jérôme Powell, Apple qui, pour certains analystes, pourrait viser les 4000 milliards de capitalisation d'ici à fin 2024, et puis évidemment l'évolution des cours de pétrole. À tout de suite sur Téléfinance.